Bonjour à tous, merci de votre présence. Je suis très heureux d'être là devant vous. Je suis Paul Salmona, je dirige actuellement le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, et les éditions La Découverte publient ce petit ouvrage que vous avez à l'écran, qui est une commande de l'INRAP, dans cette très belle collection Archéologie de la France, qui compte maintenant 13 titres, et dont la publication a démarré en 2005. Le premier ouvrage a été publié en 2007, et elle couvre la totalité de l'histoire humaine en France. Et puis, Archéologie du judaïsme est le troisième ouvrage thématique, après l'archéologie de l'aménagement du territoire, l'archéologie de l'environnement, et un troisième qui m'échappe, mais Sandrine Bachmeyer pourra corriger. En premier lieu, je voudrais tout simplement remercier Dominique Garcia, le président de l'INRAP, Thérésia Duvernay, la directrice du développement culturel et de la communication, et toute son équipe, et en particulier Sandrine Bachmeyer, l'éditrice de l'INRAP, et Pascal Ratier, qui organise concrètement cette conférence aujourd'hui, de leur invitation. Alors, cette commande, entre guillemets, bien que le terme soit un peu péjoratif, en fait, est une tentative de faire une histoire de l'archéologie du judaïsme. Alors, par judaïsme, j'entends évidemment des faits de civilisation et non pas seulement la religion. La religion en fait bien évidemment partie. Et une histoire des Juifs sur le territoire de la France actuelle, mais principalement à travers les données archéologiques, les vestiges archéologiques, même si ça ne nous interdit pas de nous intéresser aux données historiographiques, à l'historiographie qui peut être très abondante, notamment pour la période médiévale. Il y a eu de nombreux chercheurs qui s'y sont intéressés, et pour la période moderne et contemporaine. Pour la période antique, c'est évidemment un peu plus compliqué. Et je vous propose de lire très rapidement ce petit texte de cette pétition adressée à Napoléon en 1808, parce qu'il est convenu d'appeler les Juifs du pape. L'établissement des Israélites à Avignon remonte aux temps les plus reculés et ne s'éloigne que très peu de leur dispersion après la prise de Jérusalem. 2 familles existent encore qui tirent leur origine de ces premiers Hébreux. Alors c'est très intéressant parce que on voit bien là que ces Juifs du pape qui ont pu demeurer dans le comtat venessin et à Avignon du XIIIe siècle à la Révolution, à 1791, à l'émancipation des Juifs de France par la Constituante, 27 septembre 91, on vient de fêter l'anniversaire. Ces Juifs du pape ont une vision mythologique de leur présence dans le comtat venessin, et cette vision mythologique va être, grâce à l'archéologie, éclairée et confortée, ce qui est pas toujours le cas, mais là, en l'occurrence, c'est le cas, et notamment conforté en 1967 par la découverte à Orgon, à côté de Cavaillon. On passe tous à côté du péage de Plan d'Orgon quand on prend l'autoroute du Sud, par la découverte de cette petite lampe romaine par Francis Hoffmann, à décor de double chandelier à 7 branches. On la voit évidemment beaucoup mieux sur le relevé qu'en fait Francis Hoffmann que sur la lampe elle-même. Et elle est datable du 1er siècle avant notre ère par son style, Dressel III. Alors, c'est une lampe qui n'est pas seule dans son genre, et on a pour l'Antiquité un certain nombre de vestiges, un semis de vestiges qui court sur à peu près tout le territoire du sud de la France actuelle, en particulier la Narbonnaise, qui est colonisé, comme vous le savez, en 134 avant notre ère. Donc tout ça n'a rien d'illogique. Il y a une population juive à Rome très importante. Il n'y a rien de surprenant à ce que des Juifs aient accompagné les armées romaines et se soient installés dans le sud de la Gaule. Et nous avons au musée d'art et d'histoire du judaïsme cette petite lampe, là aussi avec un décor de chandelier à 7 branches et d'autres éléments, mais j'ai pas le temps de m'y appesantir, qui vient de la Charente, qui viendrait parce que la publication du livre a fait émerger le fait que peut-être la provenance n'est pas assurée, et si elle ne vient pas d'une fouille subaquatique dans la Charente, elle est authentique, mais elle ne nous dit rien sur la présence des Juifs dans l'ouest de la France à l'Antiquité. Un autre document, c'est ce petit sceau, alors là il est très agrandi, mais c'est un sceau en fait, qui vient d'Avignon, qui est conservé au musée Calvet, et qui est probablement un sceau de cache-route. La cache-route, vous le savez certainement, c'est l'ensemble des règles alimentaires que respectent les Juifs observants, et jusqu'à nos jours, si vous avez une boucherie cachère près de chez vous, vous avez vu qu'il y a un tampon du tribunal rabbinique, le Beth Din. Et déjà à l'Antiquité, on mettait des tampons
Je vous en montre un ici en anticipant sur ce plomb avec là aussi un chandelier à 7 branches. La photo est très mauvaise, mais qui vient d'une fouille subaquatique dans le Rhône à Arles et qui devait fermer des denrées cachères exportées depuis la Judée probablement au IIIe, au IVe siècle. Alors, je reviens un instant en arrière. Un autre vestige connu mais malheureusement perdu, c'est cette bague, dite bague d'Astère, publiée par Camille Jullian dans les inscriptions romaines de Bordeaux, un ouvrage de la fin du XIXe siècle, et qui publie cette bague où vous voyez, il y a là aussi un décor de double menorah, de double chandelier à 7 branches, de chaque côté du nom d'Astère. Et elle a été trouvée dans une rue, la rue Chevreuse, qui était au Moyen-Âge la rue judaïque en ville. Donc ça pourrait montrer qu'il y a dans ce quartier une présence continue de l'Antiquité au Moyen-Âge, ce qui est une des grandes questions de l'historiographie, et que là, l'archéologie éclairerait. Alors évidemment, il faut mettre le conditionnel. Et puis surtout, découverte absolument majeure, découverte fortuite, comme disent les archéologues, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une fouille programmée, d'une fouille qui a été voulue sur un site où on a décidé de faire de l'archéologie. C'est à la suite de travaux d'adduction d'eau de Veolia sur la rive droite du Rhône à Trinquetail, en face d'Arles, enfin dans la commune d'Arles, qui est très grande comme on sait, et où on a découvert cet extraordinaire sarcophage double de Pompeia Iudea, je m'approche, comme ça vous pouvez peut-être lire les inscriptions, et Cosotius et Eutyclès, donc c'est le sarcophage d'un couple, c'est d'ailleurs très émouvant, et la femme s'appelle Pompeia Iudea, Pompée, la juive. Alors Pompeia, c'est très courant dans le monde romain, la juive, c'est tout à fait caractéristique, et elle est donc probablement originaire de Judée. Originaire depuis quand, elle-même, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, évidemment, on ne sait pas et l'archéologie ne nous le dit pas. En tout cas, c'est une découverte fondamentale qui date de 2009 et qui est la première attestation nominative par l'archéologie de la présence d'un juif sur le territoire de la France actuelle. Voilà. De là à espérer qu'on trouvera à Arles, un jour, à Arles ou dans une autre grande ville romaine de Gaule, ou de France, comme on voudra, les vestiges d'une synagogue, comme on en connaît par exemple à Ostie, il n'y a qu'un pas qu'on aimerait évidemment voir franchi. Alors, vous le voyez, c'est un petit semis de vestiges, mais qui sont quand même un signal faible, comme disent les physiciens. Plus tard, on a cette stèle trouvée à Auch, au XIXe siècle, qui est maintenant dans la salle médiévale du musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui est une salle sur laquelle il y a des questions d'interprétation sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais comme vous le voyez en bas à droite de l'écran, il y a là aussi un chandelier à 7 branches, avec à droite, si je ne m'abuse, une palme qui est en usage pour la fête des cabanes ou fête des palmes, Sukkot en hébreu, et puis à droite un chauffard, la fameuse corne de bélier, qui est sonnée pour le Nouvel An juif et le Grand Pardon, Rosh Hashanah et Kippour. Le reste de l'inscription est en latin, et c'est le cas de la majorité des inscriptions du monde romain qui sont soit en grec, soit en latin. Deux tiers en grec, un tiers en latin. Du monde romain occidental, celle qu'on trouve dans les catacombes juives de Rome, par exemple. Une autre stèle qui prouve une présence au Moyen-Âge, c'est cette stèle dite de Narbonne, qui est d'ailleurs la première stèle juive entrée dans un musée français, puisqu'elle est à Narbonne depuis 1846. À l'époque, elle n'a pas été vue comme une stèle juive, d'ailleurs, puisqu'elle est là aussi en latin. C'est la stèle de Justus, Matrona et Dulciorella, les enfants de Sapaudus, qui sont morts la même année. En 689, on le sait grâce à une partie de l'inscription. Et vous voyez aussi en bas, d'abord il y a une menorah en haut à gauche, avant l'inscription, hic requiescunt, etc. In pace, bene memori, etc. Et en bas à droite, vous voyez une inscription en hébreu qui dit paix sur Israël en hébreu. Donc on a affaire, là aussi, à des juifs qui parlent latin, mais qui assument leur identité juive dans ce monde romain, ou dans cette Gaule romanisée, comme on voudra, de manière tout à fait explicite. Alors là, ce sont évidemment des découvertes relativement anciennes, ces deux stèles, puisqu'elles ont été découvertes au XIXe siècle. Mais comme vous le voyez, avec la stèle de Pompéi, le sarcophage de Pompeia Iudea, on a là un document très important et tout à fait récent, puisqu'elle a été découverte en 2009. Elle est au musée de l'Art Antique et j'espère qu'elle viendra hommage. Alors, je reviens un instant
aux travaux sur l'archéologie du judaïsme en France parce que ces travaux sont relativement peu nombreux et jusqu'aux années 60, avec en 1980 la publication par Bernard Blumenkrantz de cette archéologie des Juifs en France médiévale que vous avez à l'écran, très belle jaquette en toile gaufrée avec des lettres d'or, c'est véritablement le premier ouvrage sur l'archéologie du judaïsme en France. Et dans les années qui précèdent, ou dans les décennies qui précèdent, et depuis le 19e siècle, depuis qu'en France, toute une série de rabbins et d'érudits pratiquent ce qu'on appelle en Allemagne la science du judaïsme, c'est-à-dire qui étudie le judaïsme avec les outils de la science moderne, on a d'assez nombreux articles, notamment dans la très sérieuse revue des études juives, en particulier sur des stèles découvertes fortuitement, des stèles funéraires, mais on n'avait pas d'ouvrage de synthèse. Il y a un premier ouvrage de synthèse en 1980, et avant le nôtre, et je mets un nous délibérément puisque c'est un ouvrage qui a été fait avec une vingtaine de co-auteurs qui sont les auteurs d'encadrés, qui sont pour la plupart des archéologues de terrain et qui ont chacun traité du site qu'ils avaient fouillé. Alors, on passe ensuite au Moyen-Âge. Sur le Moyen-Âge, on a malheureusement peu de mobilier archéologique, peu de trouvailles archéologiques, hormis cette lampe de Hanouka, donc la fête des Lumières, de style gothique, qui a été trouvée à Lyon au XIXe siècle et qui nous fait dire qu'elle est antérieure à la dernière des expulsions du royaume de France, puisque les Capétiens ont inventé les expulsions. 1182, Philippe Auguste, 1306, Philippe le Bel, 1394, Charles VI, qui n'était plus capétien, mais bon. Et donc elle est très vraisemblablement antérieure à 1394. Le contexte n'est pas documenté malheureusement, donc elle est relativement muette de ce point de vue-là, mais elle est comparable à une petite série de lampes. On en connaît 7 à peu près du même genre. Sigmund Freud en avait une un peu analogue, si elle est authentique. Là aussi, on peut se poser des questions. Et de ces Hanoukiot, ces lampes de Hanouka, on en connaît des tas de sortes selon les régions et selon les périodes. Il y en a une très jolie collection au musée. Elles sont toutes différentes selon le contexte. Et puis, autre trouvaille très importante du XIXe siècle, cette bague de mariage juive avec Mazel Tov écrit en hébreu dessus, tout à fait typique de ces bagues de mariage. Alors, des élites, on a affaire à des notables de toute évidence, mais ces bagues étaient très souvent prêtées. Et elle a été trouvée dans ce qu'on appelle le trésor de Colmar, qui est un trésor monétaire, qui pour le reste est indéterminé, mais le fait qu'il y ait une bague juive à l'intérieur fait penser qu'il devait appartenir à un notable juif de Colmar qui l'aurait caché avant 1348, date d'un pogrom, d'un massacre des Juifs dans Colmar à l'occasion de la Grande Peste. Vous voyez, c'est assez maigre du point de vue du mobilier archéologique pour le Moyen-Âge, en tout cas pour le mobilier, si j'ose dire, en mettant un adjectif après le substantif. Alors, cette présence juive au Moyen-Âge en France, elle est très bien attestée par les sources, par les archives textuelles, et elle est aussi très bien attestée par une extraordinaire myriade, un semis de rues aux Juifs qu'on trouve dans toute la France. Alors, vous en avez là un plan, enfin une carte qu'on a réalisée à l'occasion de la publication de l'ouvrage. Par exemple, ici à Blois, tout près, juste en bas, et dans bien d'autres villes, je vous les passe sans les nommer, ça n'a pas d'importance. Elles sont là juste pour vous donner l'idée de cette myriade. On connaît des toponymes, pas seulement des rues aux Juifs, on en connaît dans plus de 500 villes et villages de France. Et donc, ça atteste évidemment une présence extrêmement, j'ai envie de dire, capillaire des Juifs dans le royaume de France jusqu'aux expulsions. Et je m'arrête un instant ici à Chartres sur ce panneau qui est l'un des rares panneaux apposés en France pour rappeler cette présence juive médiévale et expliquer aux passants que s'il est dans une rue aux Juifs, c'est parce qu'il y a eu des Juifs au Moyen-Âge avant qu'on les expulse. C'est un panneau que Pascal Horry, qui était alors le grand historien Pascal Horry, qui parle d'ailleurs, je crois, qui parlait ce matin, avait fait apposer lorsqu'il était adjoint au maire. Malheureusement, le panneau a été retiré. En voilà le détail, histoire de la citer, rue aux Juifs. J'ai évidemment pas le temps de m'appesantir. Et évidemment, ces rues aux Juifs sont en quelque sorte le fossile toponymique de cette présence qui, elle, a disparu avec les expulsions. Alors, disparu, pas tout à fait de partout, on va y revenir après. Alors, rue aux Juifs,
En voilà une, à Rouen, devant le palais de justice, un magnifique monument de gothique flamboyant, sous la cour duquel on a découvert en 1976, là aussi fortuitement, et le fait qu'on l'ait découvert fortuitement est évidemment navrant quand on sait qu'on est rue aux Juifs, et que donc il était tout à fait possible qu'il y ait des vestiges de la présence juive médiévale, notamment une synagogue, puisqu'en général les synagogues sont dans les rues aux Juifs au Moyen-Âge, hein, ça tombe sous le sens. Et donc, lors de la réfection du sol de la cour du palais de justice, la pelle mécanique s'est effondrée et a mis au jour ce bâtiment. Donc vous voyez ici des élévations au cours de la fouille, des détails des piédestals, ou des piédestaux, je ne sais plus, des demi-colonnes, donc un travail extrêmement sophistiqué qui est comparable, on va le voir, donc grande querelle de spécialistes, mais j'ai pas le temps d'y revenir. Voilà, le monument tel qu'on pouvait le voir il y a quelques années, sous une dalle de béton que vous apercevez au-dessus, hein, avec ces poutres de béton extrêmement présentes et qui ont contaminé le monument par les laits de ciment, les laits LAITS, qui ont contaminé le monument, ce qui fait que les études physico-chimiques qu'on pourrait y faire aujourd'hui ne sont plus possibles. Et je disais mode et nature comparable à celle de l'abbatiale de l'abbaye Saint-Georges de Bocherville à côté de Rouen. Hein, on voit les demi-colonnes, etc., qui sont de nature analogue. Alors ce monument a suscité une grande controverse parmi les historiens, certains y voyant une école talmudique, une yeshiva, comme on dit en hébreu, d'autres y voyant une synagogue, d'autres enfin une demeure privée. Je ne rentrerai pas dans la discussion, sauf pour dire qu'Éric Follin, qui est archéologue au service régional de l'archéologie, a récemment, à la faveur de travaux qui ont été faits sous cette dalle, qui est vraiment une couverture pitoyable, qui a d'ailleurs contribué à beaucoup abîmer le bâtiment à cause de l'humidité qu'elle fait régner dans la crypte, en quelque sorte, parce que c'est une crypte artificielle aujourd'hui, a pu, grâce à l'échafaudage qui a été construit à l'intérieur du bâtiment pour la rénovation de la crypte, identifier un certain nombre de niveaux. Et le niveau B est le niveau d'une banquette. Donc là, on est au premier étage. Hein, les soupiraux que vous apercevez sont les soupiraux. Alors, je vais peut-être prendre la souris, peut-être qu'on comprendra mieux. Si la souris est active, oui, elle est active. Donc les soupiraux du premier étage, on ne voit pas le premier étage hein, là. Et puis ici, vous avez des trous, comme les trous de boulins sur les façades, les trous des échafaudages, qui sont les trous de scellement d'un plancher. Au-dessus, quelques pierres comme vous voyez là, et enfin, à ce niveau-là, les moignons d'une banquette. Alors quand je dis une banquette, il s'agit d'une banquette en pierre, comme on en a dans les salles capitulaires des monastères, par exemple. Hein. Et ça attesterait évidemment le fait qu'il s'agisse d'une salle de réunion qui pourrait être la salle d'une synagogue. Mais surtout, et ça je ne peux pas vous montrer parce que c'est extrêmement difficile à illustrer, il a trouvé sur le mur est une pierre emboutisse, c'est-à-dire une pierre qui dépassait du mur, qui est aujourd'hui un moignon, mais qui dépassait à l'origine, on le voit bien, elle est brisée, et qui était probablement la pierre d'une niche qui devait contenir l'arche sainte, c'est-à-dire l'armoire dans laquelle on range les rouleaux de la Torah dans les synagogues. Hein, comme vous savez, la Torah est vraiment l'élément central de la liturgie juive, et elle fait l'objet de soins très particuliers dans les synagogues. Elle est rangée dans une armoire, l'arche sainte, Aron HaKodesh en hébreu. Elle est dans un coffre ou dans un manteau. Elle est recouverte d'un bouclier. Les bâtons sont surmontés d'ornements hein, qui, à l'origine, prennent la forme de grenades, etc., etc. Et généralement, la porte de l'armoire, en tout cas c'est vrai pour les synagogues d'aujourd'hui, est recouverte d'un rideau. Donc toute une série de soins. Alors évidemment, quand on ne trouve pas l'Arche Sainte, on a des doutes quant au fait qu'il puisse s'agir d'une synagogue. Alors j'ai pas le temps de m'appesantir, mais c'est évidemment un monument très important. C'est le plus grand monument médiéval pour le judaïsme français. Il a malheureusement été couvert de cette dalle, et c'est d'une certaine manière emblématique du peu de cas que la France, d'une manière générale, fait de son patrimoine juif en général, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne pourrais malheureusement pas revenir, mais on pourra en parler si vous avez des questions là-dessus. Alors, autre synagogue médiévale très importante, qui a fait l'objet d'une fouille, mais alors infiniment plus modeste,
c'est la synagogue de l'île de la Cité à Paris. Alors vous avez ce qu'on appelle le plan de Bâle, hein, le plan de Truchet et Hoyot, établi vers 1553. Alors il est déroutant parce qu'il est l'est est en haut, le sud est en bas. Pardon, je dis une bêtise. L'est est en haut, l'ouest est en bas, hein, et vous avez devant vous l'île de la Cité. On reconnaît très bien notre pauvre Notre-Dame, avant l'incendie bien entendu. Et ici vous avez la rue actuelle de la Cité, hein, qui mène avec le pont qui mène à la rive gauche et celui qui mène à la rive droite. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. On la voit pas. Bon, j'en suis navré. Alors, croyez-moi, je vais expliciter avec la droite et la gauche, hein, par rapport au plan. Donc, en haut, l'est, Notre-Dame juste au-dessous de la pointe. Un peu plus bas, une rue perpendiculaire à l'île, qui est la rue de la Cité aujourd'hui, et qui était au Moyen-Âge la rue de la Juiverie. Voilà, donc la rue principale de l'île de la Cité, siège du pouvoir à Paris, et la rue de la Juiverie. Hein, c'est quand même assez intéressant. C'est le cardo romain, hein, c'est l'axe nord-sud de la ville romaine, de Lutèce. Et donc sur cette rue de la Juiverie, vous voyez assez bien, je crois, une église, hein, avec un clocher hexagonal ou quelque chose comme ça, et qui est donc la synagogue de la rue de la Juiverie à Paris, qui sera confisquée en 1182 par Philippe Auguste et donné à Maurice de Sully, l'évêque de Paris, qui en fera l'église de la Madeleine en Lille. Voilà. Alors aujourd'hui, cette église est évidemment détruite. Elle a été détruite par les travaux d'aménagement du 19e siècle. Et il en reste les fondations. Alors donc là, vous avez le plan de Paris à l'époque médiévale, avec la rue de la Juiverie de haut en bas, enfin dans l'axe vertical, la rue de la Vieille Draperie dans l'axe horizontal, qui était le Décumanus, dont l'axe horizontale est-ouest de la ville romaine. Et cette rue Vieille Draperie est bien connue parce qu'elle a été, avant d'être la rue Vieille Draperie, la rue des boulangers juifs. Hein. La Panificaria Judeorum, si mon latin est encore bon. Et vous avez le plan actuel, avec la rue de la Cité, la préfecture de police en bas à gauche, l'Hôtel-Dieu à droite du plan, et en rouge, la fouille dans un coin du jardin par Didier Busson, archéologue de la ville de Paris, dans les années 80, des fondations de la synagogue devenue église de la Madeleine en Lille. Autre exemple de synagogue médiévale possible, c'est en débat là aussi, mais les hypothèses, ça fait partie du travail de l'archéologue, bien entendu. Hein. Les vestiges ne sont pas toujours bavards, il faut les interpréter, et les hypothèses font partie du travail scientifique. Ce que notre collègue Claude de Mectem, qui est archéologue à l'INRAP, interprète comme une synagogue médiévale qu'il a trouvée à Lagny et qui aurait un plan analogue au plan de ces synagogues de Worms, de Prague, de Cracovie, ou celle de Prague est la plus connue, hein, elle ressemble d'ailleurs un peu à ça. Et là, vous avez la restitution de la synagogue médiévale de Vienne dans le petit musée, petit centre d'interprétation qui mène aux vestiges de la synagogue médiévale de Vienne que vous voyez là, qui là pour le coup a été extrêmement bien aménagée sous la place aux Juifs, la Judenplatz à Vienne aujourd'hui. Voilà. Alors autre type de vestiges qu'on retrouve pour le Moyen Âge et qu'on retrouve relativement bien conservés, les bains rituels, mikvé en hébreu, mikvaot au pluriel avec le pluriel hébraïque. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve des bains rituels ? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont profondément enfoncés, comme vous le voyez en bas de l'image. Alors là c'est un collage de photos et de photos d'archéologie, hein, dans les soubassements de la rue de la Barellerie à Montpellier, où, grâce à Alain Jansac, architecte de la ville, on a pu étudier, Astrid User de l'INRAP, et puis ensuite, plus récemment, Christian Markiewicz, ont pu étudier un très beau mikvé médiéval parfaitement conservé, dont vous voyez là le bassin avec les gradins qui y mènent. Hein. Alors, je rentre pas dans les détails de la fonction du bain rituel, c'est très facile c'est très facile à documenter. Et autre exemple, alors là, tout à fait spectaculaire, parce qu'il a fait l'objet, là aussi, d'une mise en valeur exceptionnelle, les mikvaot de Pernes-les-Fontaines, magnifique village du Vaucluse, où, sous cet hôtel de Chélus, a été retrouvé dans la cave, hein, ça c'est la cave qui est immédiatement sous le rez-de-chaussée de l'hôtel de Chélus. Vous apercevez au fond à droite un espace éclairé qui est celui d'un escalier
que voici et qui descendent dans un bain rituel. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le propre du bain rituel, les spécifications religieuses, halachiques, diraient les juifs, hein, conformes à la halacha, la loi juive, la loi religieuse juive. En France, la loi de la République prévaut, hein, je le rappelle. Voilà. Certains évêques ne l'ont pas compris, mais les juifs l'ont compris dès le début du 19e siècle. Je passe sur cette incise. Le mikvé doit être alimenté par de l'eau claire qui vient de la nappe phréatique. Et c'est tout à fait fascinant de voir évidemment à Montpellier l'eau de la nappe phréatique qui remonte dès qu'on dégage le mikvé. Et de même à Pernes-les-Fontaines, ce mikvé qui était connu par la tradition comme étant là, plus ou moins, et avait été comblé avec le temps. Donc l'eau n'était absolument plus visible, l'espace n'était plus visible, et les élus de la ville ont eu la bonne idée, avant que cet espace soit détruit pour y faire un parking d'un logement social, de faire intervenir l'inventaire général du patrimoine culturel, donc un des services du ministère de la Culture, qui est aujourd'hui régionalisé. Elisabeth Sauze, qui a fait une étude de bâti et qui a démontré que le mikvé était là, il a suffi de le dégager et de le restaurer. Et même avant la restauration, l'eau est revenue comme à Montpellier. Et il se trouve que ce mikvé est sur une place qui était construite au Moyen-Âge et qui a été dégagée au XIXe siècle pour y faire la place qui s'est appelée place de la Juiverie, puisqu'elle est rue de la Juiverie. Et là aussi, la municipalité, qui est particulièrement éclairée, je voudrais rendre hommage ici à Monsieur Gabert, qui était adjoint au patrimoine à l'époque, puis maire, a eu la bonne idée de faire des fouilles archéologiques par Guilhem Barrault, du service archéologique départemental du Vaucluse, et on a trouvé un mikvé qui a fait l'objet d'un aménagement très soigné, très sophistiqué, en métal et... Donc vous avez là l'escalier qui descend au mikvé, et cet aménagement en métal et verre qui permet de le visiter dans des conditions de sécurité tout à fait remarquables, et qui tranche vraiment avec, par exemple, ce qui a été fait dans la cour du palais de justice à Rouen. Voilà, tous les élus n'ont pas la même vista, comme on dit maintenant. Autre exemple qui mériterait, enfin dont on attend l'étude par Claude de Mecnem, là aussi, de cette salle capitulaire à double nef, supportée par ces deux colonnes à Provins, qui donne sur un escalier en eau, là aussi médiéval, et qui n'est manifestement pas un puits, mais un bassin d'un type très particulier. C'est évidemment beaucoup plus facile de faire un puits circulaire, donc il n'y a strictement aucune raison de faire un puits rectangulaire, sauf à faire un mikvé, et c'est très probablement la synagogue médiévale de Provins. Et je vous montre là une arche sainte, qui est la seule arche sainte médiévale conservée en France, qui est au petit musée d'archéologie tricastine à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme. Donc vous voyez, donc c'est un monument en pierre avec sa porte en bois et une inscription hébraïque dont je vous montre pas le détail. Si je vous parle de Saint-Paul-Trois-Châteaux, c'est parce que là aussi, dans le quartier de la Juiverie à Saint-Paul-Trois-Châteaux, Claude de Mecnem a mis en évidence le fait que cette cave, avant d'être comblée, était très probablement un bain rituel. Donc vous voyez, si on est un peu attentif à l'histoire des quartiers médiévaux et des juiveries médiévales, qui sont très souvent connues, ne serait-ce que par la toponymie, comme je disais tout à l'heure, on est susceptible de retrouver des vestiges, à condition évidemment qu'on s'y attache, un tant soit peu. Alors, un des derniers grands ensembles de vestiges médiévaux, c'est évidemment les cimetières. J'accélère parce que le temps tourne, mais les cimetières, eux, ont donné toute une série de stèles qui ont été publiées par Gérard Naon. C'est l'autre grand ouvrage d'archéologie sur le judaïsme médiéval en France, publié en 86 aux Belles Lettres, là aussi avec une très belle couverture. Et pour comprendre ces cimetières, il faut se référer à ce qu'a été l'histoire des Juifs au Moyen-Âge, donc cette expulsion qui est ici rapportée par les Grandes Chroniques de France, un manuscrit du XIVe siècle qui est conservé à Bruxelles. Et vous voyez sur cette miniature du maître de Fauvel, à gauche de l'image, avec sa couronne sur la tête, Philippe Auguste, qui, du doigt, de l'index, chasse les Juifs reconnaissables à leur rouelle, qui est ce cercle jaune cousu sur leurs vêtements, qui, d'une certaine manière, anticipe l'étoile jaune des nazis et du gouvernement de Pétain, et qui est un signe d'asservissement, à la différence du bracelet orange que nous portons, et qui est plutôt un signe de liberté. Au cas où on l'aurait pas compris. Voilà. Alors je reviens un instant sur ces stèles.
Qu'est-ce qui s'est passé à l'expulsion? Eh bien, la couronne a accaparé les biens fonciers des Juifs, pas seulement les biens fonciers d'ailleurs, et les terrains ont été vendus ou donnés à des congrégations religieuses, et l'ensemble des stèles funéraires, qui sont très importantes dans les cimetières juifs parce qu'elles marquent l'emplacement du défunt auquel on ne doit pas toucher, hein, c'est très important, à la différence des cimetières chrétiens où les archéologues trouvent fréquemment des remaniements dans les tombes. Eh bien, là, les stèles funéraires ont été vendues comme pierres de taille. On en a de nombreux exemples. Et on a ici, au XVIIe siècle, même au XVIe siècle, pardon, un géographe de Loudun, qui est procureur du roi, hein, qui raconte comment, en réparant l'escalier du château, on a trouvé des inscriptions en lettres hébraïques qui sont des inscriptions des tombeaux des Juifs, et pour ce que, au temps où ils étaient soufferts en France, il y en avait nombre à Loudun, etc., etc. Et il a tout à fait compris l'intérêt de ces stèles, puisque il dit qu'ils sont de pierre fort dure pour refaire cet escalier, d'autant qu'il ne s'en trouve point dans le pays loudunnois d'assez forte et dure pour cela. Autrement dit, c'était des matériaux très précieux. Alors, au XVIIe, le bibliothécaire de Colbert en relève toute une série dans le quartier de la rue de la Harpe à Paris, où il y avait un cimetière au Moyen-Âge qui est bien attesté par les archives. Et on voit là dans ces documents ces relevés de stèles en hébreu et la traduction latine. Hein, c'est tout à fait fascinant, c'est conservé à l'ABN. Et ces stèles, alors pas celles que Baluse a relevées, mais celles qui restaient sur le site, ont été mises au jour par l'éditeur Louis Hachette en 1849, et donné au musée de Cluny, qui les a déposés au musée d'art et d'histoire du judaïsme, où on peut les voir là. On en a environ 70, c'est un cas unique en France, parce que par ailleurs, on n'a pas de cimetière où des stèles aient été retrouvées in situ. Alors, la toponymie peut nous renseigner. Vous voyez dans le triangle en bas à droite de ce plan de 1789 de Châteauroux, que m'a aimablement communiqué Philippe Blanchard, qui est archéologue à l'INRAP, on a la juiverie ou cimetière aux Juifs, et Philippe Blanchard a eu la possibilité de fouiller en préventif, c'est-à-dire avant un aménagement, une partie de cette parcelle, et puis plus récemment de revenir sur le site pour y faire des fouilles programmées, comme vous le voyez là. Les cimetières ont cette particularité, les cimetières juifs, que les inhumations sont très bien séparées, qu'il n'y a jamais de recoupement entre les tombes et qu'il n'y a pas de mobilier archéologique dans les tombes. Hein. Les juifs se font enterrer dans un linceul, en terre vierge, se faisaient. Et parfois dans un cercueil quand il faut transporter le cadavre d'un point éloigné du cimetière. Autre exemple bien connu et déjà documenté au XVIIIe siècle par des voyageurs, ecclésiastiques notamment, Enza dans le Puy-de-Dôme, où rue du Stade, la fontaine a été rebâtie avec une stèle de remploi, c'est exactement le cas que je vous disais, hein. Et rue de la Fontaine également, dans le mur de cette maison, dont le crépi a été entièrement refait, on a trouvé dans les années 60 cette stèle qui est maintenant au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Alors ces stèles, elles viennent de cet emplacement que vous voyez en vert à droite en bas de cette photo Google, d'un endroit qui s'appelle toujours dans la toponymie le Champ des Juifs, hein, et qui jusqu'à il y a quelques années n'était pas bâti. Il a fait l'objet d'un projet de lotissement, et pour éviter qu'il soit loti, une association de bénévoles l'a acquis pour qu'il soit classé. Vous voyez là l'emplacement au cadastre, la friche que c'est aujourd'hui, il n'y a aucune mise en valeur malheureusement, on pourrait espérer qu'il y ait quelque chose comme à Perne. Et vous voyez là un diagnostic archéologique fait à l'aide de la pelle mécanique qui permet d'identifier les vestiges pour ensuite les fouiller. Alors, c'est un des rares emplacements où on est certain de l'emplacement du cimetière. Il y a d'ailleurs une stèle de ce cimetière au musée de Clermont-Ferrand, au musée Roger Quillot de Clermont-Ferrand. Elle n'est malheureusement pas montrée dans les salles médiévales du musée Roger Quillot, qui sont magnifiques. Voilà, vous voyez là les salles. C'est dommage parce que ce musée est à l'angle de la rue du Faubourg des Juifs. Donc j'imagine que mon collègue conservateur du musée Roger Quillot sait qu'il devait y avoir des Juifs au Moyen-Âge. En tout cas, il faut qu'il lève les yeux. Voilà, puis voilà un exemple de stèle qui a été utilisé en remploi, trouvé à Bourges, et qui avait été retaillé pour faire un linteau de fenêtre. Donc il manque une partie de l'inscription, mais malgré tout, on peut lire le nom du défunt, sa parentèle, et puis les inscriptions qui concluent les épitaphes en général, que son âme soit liée au faisceau des vivants, qui est une très belle épitaphe. Voilà un autre exemple de stèle trouvée en Alsace. Voilà, alors évidemment,
vous le voyez, ça concerne des corpus assez précis hein, de monuments, mais ça ne concerne pas que le Moyen-Âge, ça concerne aussi les périodes modernes et contemporaines, l'archéologie du judaïsme en France. D'ailleurs, l'archéologie, d'une manière générale, hein, ne s'arrête pas au Moyen-Âge. Très longtemps, d'ailleurs, les médiévistes, les historiens médiévistes ont un peu boudé l'archéologie. Aujourd'hui, ils sont tombés de cheval, hein, comme saint Paul, et ils savent que c'est tout à fait fondamental. Et je pense que les modernistes et les contemporanéistes seront du même avis. Les découvertes concernant ces périodes sont très importantes. Alors je vous donne là un exemple d'une fouille d'un dépotoir et d'une latrine. Alors les dépotoirs et les latrines, c'est le miel des archéologues, hein, pardon de ce rapprochement un peu paradoxal, parce que lorsque quelque chose tombe dans une latrine, en général, on ne va pas le chercher. Et donc on y retrouve énormément de choses, et dans les dépotoirs, c'est vrai aussi dans une moindre mesure. Et donc rue du Rabbin Élie Bloch à Metz, à côté de la synagogue médiévale de 19e de Metz, elle a été reconstruite au 19e siècle. Alors Metz, il faut le préciser, c'est une des communautés qu'on pourrait dire résilientes en France. Hein. Les Juifs ont été expulsés au XIVe siècle. De Provence, ils ont été expulsés au tout début du XVIe, en 1501, lors du rattachement du comté. Mais ils n'ont pas été expulsés d'Alsace parce que l'Alsace, enfin en tout cas pas de manière pérenne, parce que l'Alsace était alors terre d'empire. Elle n'est française que depuis le traité de Westphalie, hein, 1648. Ils n'ont pas été expulsés du comtat venessin parce que les papes les ont gardés jusqu'à ce que le comtat venessin et Avignon deviennent français à la Révolution. Et puis, ils sont revenus en Lorraine, comme à Metz et à Nancy, avec l'accord du roi et à la demande même du roi, d'Henri II, qui avait pris la citadelle de Metz et qui avait besoin des réseaux commerciaux des Juifs de la vallée du Rhin pour avitailler l'armée et la citadelle, notamment en bétail, en foin, etc., hein, en chevaux. Et ils sont aussi revenus sur la côte aquitaine, on va le voir, à Bordeaux et dans toute une série de villages de la côte aquitaine. Alors, à côté de la synagogue, à l'emplacement du foyer israélite dont vous voyez le toit à gauche de l'image, Loni Bourada a fouillé dans les années 90, je l'ai dit, la latrine et le dépotoir, et notamment a trouvé ces assiettes en faïence assez rares qui sont typiques de juifs respectant assez scrupuleusement la cacheroute, puisque sur l'une il est écrit chalav, lait en hébreu, et sur l'autre bassar, viande. Il faut savoir qu'une des règles de la cacheroute, c'est évidemment de ne pas manger de porc, ça vous le savez certainement. Une autre est de ne pas mélanger dans un même repas les laitages et la viande. Hein. Suivant la prescription biblique, tu ne feras pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Ne me demandez pas d'exégèse de cette formule, on n'a pas le temps. Mais en l'occurrence, ça amène dans certaines familles observantes à avoir des jeux différents de vaisselle pour le lait ou pour la viande, pour les aliments carnés et les aliments lactés. On a aussi trouvé, et ça c'est très intéressant parce que c'est très emblématique des apports de l'archéologie par rapport à l'historiographie, des tasses de café. Et c'est amusant parce qu'on a des documents contemporains, des prescriptions rabbiniques qui interdisent à leurs ouailles, si j'ose dire, on ne peut pas parler d'ouailles à proprement parler pour les rabbins, mais qui interdisent à leurs coreligionnaires de partager le café avec les chrétiens pour toute une série de raisons, et on voit que la réalité des pratiques sociales est très différente des prescriptions rabbiniques. Je pense qu'on pourrait dire la même chose aujourd'hui. Personnellement, il m'arrive de manger du jambon. Voilà. Alors vous avez là la synagogue de Carpentras, hein, qui est un autre exemple d'archéologie de la période moderne, qui était une synagogue médiévale. Donc c'est une des rares synagogues médiévales en France dont l'emplacement soit tout à fait avéré, mais elle a été reconstruite au XVIIIe siècle. C'est une synagogue rococo absolument délicieuse, et elle a fait l'objet, je vous donne cet exemple parce que je trouve intéressant de savoir que l'archéologie c'est aussi ça, d'un travail d'archéologie du bâti, toujours par Guillaume Barraud du service archéologique du Vaucluse, qui permet de dater les différentes périodes de construction d'un bâtiment en fonction de leurs composantes. Voilà, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Et puis, autre exemple d'archéologie de la période moderne, ce cimetière de la Bastide Clérance. Alors, la Bastide Clérance, c'est un village du Pays Basque, une bastide, donc une ville neuve du Pays Basque, un des plus jolis villages de France, on ne le voit pas là, mais c'est vrai, où des Juifs
de la péninsule ibérique se sont réfugiés à partir du XVIe siècle parce qu'ils étaient persécutés par l'Inquisition, soit qu'ils aient quitté en 1492, mais plus probablement que convertis, ils aient malgré tout été persécutés. C'est bien connu, hein, les conversos ont été persécutés par l'Inquisition, qu'ils judaïsent en cachette ou qu'ils soient authentiquement chrétiens, mais continuant à avoir des habitudes juives, comme le dîner du vendredi soir, par exemple, hein, qui est un peu l'équivalent du poulet petit pois des familles françaises le dimanche à midi. Et donc, ils ont pu se réfugier sur la côte, je l'ai dit, pour les mêmes raisons qu'Henri II a autorisé les Juifs de Lorraine à s'installer en Lorraine, enfin les Juifs du Rhin à s'installer en Lorraine. Et ils ont, à côté de l'église, et le cimetière chrétien entoure l'église, et derrière un mur, il y a le cimetière juif. Et avec ces stèles, qui sont extrêmement intéressantes. Alors, elles ont été dégagées et relevées, ce qui est un travail quasi archéologique par Gérard Nahon, dont j'ai parlé tout à l'heure, bien qu'il n'ait pas été archéologue, dans les années 60 et publiées dans la Revue des études juives. Et ce qu'elles montrent de manière absolument caractéristique, c'est que les prénoms sont chrétiens de 1620, première date de décès de cette communauté, jusqu'en 1659, donc pendant une quarantaine d'années. Et les générations suivantes, de 1660 à 1775, ont des prénoms hébraïques. Et pour les dernières stèles, on voit apparaître dans les inscriptions funéraires sur les stèles, qui sont en portugais ou en espagnol, ou dans une espèce de portugnole, hein, comme disent les Brésiliens, on voit apparaître les mois du calendrier hébraïque et leur équivalent dans le calendrier grégorien. Donc on voit très bien comment, à travers ces stèles, cette communauté passe d'un crypto-judaïsme ou d'un christianisme sincère et reviennent au judaïsme, comme c'est très bien documenté, par exemple, à Amsterdam, pour les Juifs de la péninsule ibérique qui s'installent aux Provinces-Unies protestantes, où ils sont très bien accueillis, hein, ce qu'on appelle le refuge. Voilà. Puis on voit aussi, 1775, qu'à partir de ce moment-là, et avec l'émancipation, qui va advenir très vite après, les Juifs quittent ces petits villages pour s'installer dans les grandes villes. C'est aussi vrai, par exemple, dans le comtat venessin. Hein, aujourd'hui, il y a plus de Juifs du Pape à Avignon, à Carpentras, ou en tout cas pratiquement plus, à l'Île-sur-la-Sorgue ou à Cavaillon. Voilà, 2 de ces stèles. Autre exemple, la crypte une crypte de l'Hôtel-Dieu à Lyon, là aussi un travail d'archéologie préventive du service municipal de Lyon, une crypte dans laquelle on a retrouvé les Juifs morts à l'Hôtel-Dieu avant l'émancipation, donc sous l'Ancien Régime, qui pouvaient malgré tout circuler sur le territoire et qui, étant malades, mouraient à l'Hôtel-Dieu et il fallait bien les inhumer. Malheureusement, la mairie de Lyon s'est adressée aux autorités rabbiniques pour savoir quoi faire et les rabbins, au lieu d'accepter qu'on exhume les restes humains, qu'on les étudie, puis qu'on les réinhume ensuite, ont demandé à ce que les restes ne soient pas fouillés. Donc on les a recouverts d'un drap, comme on voit là, et tout a été recouvert d'une dalle de béton, et il y a maintenant une salle de fitness. Voilà. Donc voilà, les rabbins ne sont pas toujours très bien inspirés. Et les lois de la République devraient prévaloir, en l'occurrence les lois de la recherche scientifique. Autre exemple très important de découverte de la période moderne, dans la synagogue de Dambach-la-Ville, en Alsace. Vous voyez là une maquette qui permet de comprendre où sont les combles, hein, sous le toit, en haut du plancher qui est supporté par la deuxième rangée de piliers, la rangée supérieure de piliers. Dans les combles, on a retrouvé ce qu'on appelle une guéniza. Une guéniza, c'est un dépôt temporaire d'objets et de textes qui portent le nom de Dieu et qu'on ne doit pas jeter, qu'on doit inhumer rituellement. Et donc on les range généralement dans des caches en attendant les inhumations rituelles au cimetière. Et puis souvent on les oublie. Ça a été le cas au Caire dans la synagogue Ben Ezra. On a retrouvé des centaines de milliers de documents médiévaux, dont des textes de Maïmonide. Et ça a été le cas à Dambach, où on a retrouvé des milliers de documents de toutes sortes, qui là aussi montrent qu'à la synagogue, on utilise parfois des documents qui n'ont rien à faire à la synagogue en première analyse. Voilà, et voilà ce que ça donne lors du sauvetage. Donc un sauvetage de la Société d'histoire des Israélites d'Alsace et de Lorraine, sous la direction de Claire de Combes, qui est maintenant responsable de la conservation Hommage, mon musée. Voilà, notamment ces langes de circoncision brodés, hein, on en a trouvé plus de 200 dans la Guéniza, puisque c'est des langes que l'enfant apporte lorsqu'il a 3 ans, et qui servent à emmailloter la Torah. Une coutume très émouvante. Et puis
ce fragment du Mishneh Torah de Maïmonide sur parchemin qui date du XIVe siècle, qui est une chose d'une très grande rareté, évidemment. Alors ça va jusqu'à des tickets de train du XIXe et du début du XXe. Hein. Voilà, alors l'archéologie ne s'arrête pas à la période moderne, hein, elle va jusqu'à la période de l'entre-deux-guerres, et mes collègues de l'INRAP ont mis au jour, dans la glacière du château de Baillet en France, un ensemble de statues soviétiques qui venaient des propylées que vous voyez là, installés à côté du château, qui avaient été donnés à la CGT, qui venaient, donc les propylées du pavillon de Boris Iofan de l'exposition internationale des arts et techniques de la vie moderne de 1937, au Trocadéro. Donc vous voyez à droite, on voit très très bien le pavillon soviétique avec l'ouvrier et la kolkhozienne de Vera Moukrina. Et en bas, il y avait des propylées de part et d'autre, dû à un artiste qui s'appelle Joseph Tchaïkov, que vous voyez ici en photo, pris en photo devant la ruche, et qui est un de ces artistes juifs qui, très nombreux, ont convergé vers Paris dans les années de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il était à la ruche en même temps que Soutine et que Chagall. Alors, c'est pas une œuvre juive, hein, ces statues qu'on a vues avant, hein, c'est une œuvre soviétique, c'est même une œuvre de réalisme socialiste. Mais malgré tout, ce violoniste que vous voyez au premier plan est peut-être l'évocation de la République que les Juifs n'ont pas eue dans les années 30, puisque ces propylées représentent les républiques soviétiques. Et il s'agirait de... alors je ne sais plus lequel est le père, lequel est le fils, Oistrakh, un très célèbre violoniste russe, Igor et David. Igor, je pense. Hein. Voilà. Et puis, évidemment, et je conclus avec ça, l'archéologie apporte aussi des éléments très importants de connaissance des camps d'internement, hein, de ce qu'a été la Shoah. Alors en France, on s'en tient au camp d'internement, enfin encore que le Struthof ne soit pas uniquement un camp d'internement. Et à Drancy, dans la cité de la Muette, photographiée ici dans les années 50, on a trouvé, lors de travaux de rénovation, puisque la cité est une cité HLM qui a recouvré sa vocation de logement social, on a trouvé lors de travaux de rénovation, sur des carreaux de plâtre, hein, ces inscriptions qui avaient été peintes et qui ont été restaurées, 70 carreaux de plâtre avec des inscriptions des déportés, enfin des internés lors de leur déportation, des poèmes, des lettres, des dessins, qui sont une archive tout à fait singulière. Et là, on a affaire à la fois à une archive du sol, comme disait le grand archéologue André Leroy-Gourand, et une archive textuelle. Hein, c'est les deux à la fois, et elles sont d'ailleurs conservées aux archives nationales. Je crois que c'est le seul cas de carreaux de plâtre conservés par les archives nationales. Autre exemple de fouille dû à Alexandre... Donc ça a été publié par Benoît Pouvreau. Autre exemple de fouille dû à Alexandre Bolly au camp du Struthof, hein, où là, on voit très très bien sur l'image ces stries longitudinales de diagnostic archéologique, avec ce mobilier archéologique découvert lors de ces diagnostics, qui sont des éléments très, très intéressants de documentation de ce qu'était la vie quotidienne, d'une part des soldats allemands et d'autre part des internés. Et c'est très important parce que dans certains cas, comme ici à Gurs par exemple, la seule chose qui reste de ce camp qui était immense, hein, qui était l'un des grands camps d'internement français dans le sud de la France, il ne reste que les piliers de scellement du château d'eau. Tout le reste a disparu dans la forêt qui a été plantée à cet endroit. Donc vous voyez que l'archéologie peut apporter des éléments d'information très, très importants, très précieux. Voilà. Alors en conclusion, je voudrais juste dire que... ah si, quand même, deux, trois images dans le paysage contemporain, d'informations qu'il faudrait relever avant qu'elles disparaissent complètement. Vous savez que le restaurant Joe Goldenberg, rue des Rosiers, a fait l'objet d'un attentat en 1982 du groupe Abu Nidal. Hein, il y a eu 6 morts, si j'ai bonne mémoire, il y avait beaucoup de blessés. Il a fermé dans les décennies qui ont suivi, pour des raisons d'ailleurs de mauvaise hygiène. Hein. Il a été transformé en boutique de mode, comme beaucoup de commerces de la rue des Rosiers et de ce quartier qui était un quartier historiquement juif. Donc là, c'est la boutique Le Temps des Cerises, mais elle n'y est plus. L'enseigne a disparu aujourd'hui. Et la seule chose qui reste pour nous dire qu'il s'agissait de Goldenberg, c'est la mosaïque de façade. Hein. De la même manière, dans cette boutique rue de la Loge à Montpellier, qui est l'une des grandes rues piétonnes de Montpellier, qui avait été ouverte dans les années 20 par Henri. Alors son prénom hébraïque était Chaim Ben Youmov, qui était originaire d'Ukraine, et qui avait intitulé la boutique Alfred, en hommage à son frère mort à la guerre de 14, comme de très nombreux juifs qui s'étaient engagés dans la guerre de 14, nombreux juifs étrangers, hein, pour qui la France était évidemment la patrie des droits de l'homme. La seule chose qui reste, la boutique a été complètement transformée, c'était une boutique, c'est une chapellerie, c'est la mosaïque de sol, comme dans un monument antique, comme à...
comme à Zeugma au milieu de la Turquie. Voilà, c'est les vestiges parfois les plus durables. Voilà. Alors il faudrait aussi citer quelques échos de l'archéologie dans l'art contemporain, mais j'ai pas le temps. Ici, un monument commémoratif dans le Berry, dû à Georges Jean-Claude, avec des tas évidemment de références archéologiques. Je finis avec cette carte des opérations archéologiques. Vous voyez, quand on la compare à celle des toponymes du début de ma présentation, on voit que beaucoup reste à faire. Et que donc ce livre est aussi une invitation aux archéologues à s'approprier le domaine et à faire en sorte que les autorités de l'archéologie, mais aussi les collectivités territoriales, les conservateurs du patrimoine, les conservateurs de musées, aient conscience qu'il y a un patrimoine important en France et qui fait partie de l'histoire de France, dont je fais l'hypothèse, mais je suis pas tout seul, que c'est une tâche aveugle dans le récit national. Voilà. C'est le sujet d'un colloque que nous avons organisé au musée il y a 2 ans et qui a été publié cette année par Albin Michel. J'espère qu'il est dans le salon du livre du Rendez-vous de l'Histoire. Voilà, je conclus en disant que nous organisons un colloque sur le sujet avec l'INRAP et l'Institut historique allemand, Hommage, en mars prochain, sous la responsabilité de Philippe Blanchard de l'INRAP et d'Amélie Sagasser. Alors, ce livre et ce travail, c'est aussi un plaidoyer pour une plus juste appréhension de notre histoire, comme une histoire plurielle. Notre nation est plurielle. Merci beaucoup. J'ai un peu couru la poste, mais comme j'ai longtemps travaillé au Louvre, j'aime beaucoup les images. Voilà, je suis à votre disposition pendant un quart d'heure, puisque quand on a la salle pendant un quart d'heure pour des questions. Mais enfin, rien ne vous y oblige. Oui ? Merci beaucoup pour l'exposé. J'ai une question concernant les inscriptions en antiquité médiévale. Oui. Je remarque que vous avez dit que dans l'Antiquité, un tiers en grec et l'autre tiers, c'est ça ? 2 tiers en grec, 1 tiers en latin, à Rome. À Rome et en Italie, c'est là qu'on a le plus d'inscriptions antiques. D'inscriptions antiques, bah si, on a Pompeia Iudea. C'est la seule. Oui, de l'Antiquité à proprement parler, oui. Et il y a un basculement donc des inscriptions latines qui n'ont pas fait l'objet. Oui, alors ça, j'avais pas le temps de développer, mais c'est une des choses très intéressantes du point de vue de l'histoire de longue durée, qui est une des choses évidemment très intéressantes qu'on peut faire en archéologie avec les cimetières, puisqu'au fond le cimetière c'est un invariant archéologique, un invariant anthropologique, on pourrait même dire. La plupart des sociétés humaines inhument, ou en tout cas ont des rites funéraires, et donc dans l'Antiquité, en Europe occidentale, dans le monde romain, il faut quand même préciser, l'immense majorité des inscriptions sont en grec d'abord, probablement parce que les Juifs sont des Grecs, sont des Juifs hellénisés et viennent du Levant. Bon, et donc aux 2 tiers pour les inscriptions en Italie, aux 2 tiers en grec et le 2e tiers en latin. En effet, oui. Mais il y a aussi quelques inscriptions en hébreu. On sait qu'il y a un retour systématique à l'hébreu dans les inscriptions médiévales, mais les stèles ne nous disent pas pourquoi les commanditaires sont revenus à l'hébreu. Oui, je crois que les premières inscriptions sont du XIe siècle. Oui. Voilà, mais la majorité de celles que nous avons au musée sont du XIIe et du XIIIe. Voilà, sachant qu'elles ne sont pas toutes complètes, beaucoup sont fragmentaires. Oui. Alors là, il faut préciser la période. Dans l'Empire romain polythéiste, ça pose aucun problème d'être juif. C'est un dieu parmi d'autres aux yeux des autorités romaines. La seule chose qui a pu être reprochée aux juifs dans l'Empire romain, c'est de refuser le culte de l'empereur.
hein, évidemment, parce que là, ça heurtait leurs convictions. Les Juifs sont citoyens dans l'Empire romain, et on a notamment des documents du IVe siècle où on voit qu'ils ont, par exemple, à Cologne, le droit de participer aux dépenses somptuaires de la cité, hein, faire ce qu'on appelle l'évergétisme, c'est-à-dire financer les bains, financer les arcs de triomphe, financer les monuments publics. Et donc, ils sont citoyens. Je n'ai pas compris, monsieur. Bah, ça dépend là aussi des périodes. Hein. À partir du IVe siècle, ils se cachent plus puisqu'ils sont majoritaires et que c'est la religion dominante. Mais oui, tout à fait. Oui, oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en tout cas, c'est une caractéristique qui est assumée. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de ces stèles, puisque ils ont des prénoms qui, en première analyse, sont des prénoms latins. Alors les spécialistes font l'hypothèse que c'est des prénoms qui sont des équivalents de prénoms hébraïques, de prénoms bibliques transposés en latin. C'est tout à fait possible. Hein. Mais en l'occurrence, ce que nous dit la stèle, c'est qu'on a affaire à des juifs qui parlent latin, voilà, et qui assument leur judaïté en même temps. Moi, je veux bien faire des hypothèses, mais je ne veux pas faire dire aux vestiges ce que les vestiges ne disent pas, hein, bien entendu. Oui ? Au début de votre intervention, vous avez évoqué le fait que les vestiges de l'archéologie judéique, finalement, avaient été mésestimés, n'avaient pas eu les soins qu'ils avaient mérités. Vous en avez donné quelques exemples. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Oui, alors ça renvoie au colloque dont je parlais, hein, qui a eu lieu il y a 2 ans et qu'on a publié cette année chez Albin Michel. Ce que j'ai constaté, si vous voulez, c'est que lorsque j'ai eu communication de dossiers de fouilles de mes collègues de l'INRAP, puisque j'ai travaillé pendant 8 ans à l'INRAP, ça a été un de mes grands bonheurs professionnels. En gros, ils avaient extrêmement peu d'informations sur le fait qu'ils étaient susceptibles de tomber sur ce type de vestiges. Ils n'avaient pas été formés à cela dans leurs études d'archéologie ou leurs études d'histoire. C'est toujours vrai des historiens. Et il y a à l'université des laboratoires tout à fait spécialisés, des chercheurs en ce qu'on appelle études juives. En réalité, il s'agit d'histoire, hein, ou de sociologie, ou de codicologie, les spécialistes des manuscrits. Mais d'une manière générale, dans la formation généraliste des historiens ou des archéologues, pratiquement rien ou rien n'est dit sur l'histoire de la présence juive en France, qui pourtant remonte à l'Antiquité. Voilà. Et notamment pour les contemporanéistes, rien n'est dit sur l'originalité du modèle français, qui est le premier pays à émanciper les Juifs en Europe, depuis l'Empire romain. Hein. Il faut remonter à l'Empire romain pour avoir des citoyens juifs à partir de 1791, et qui va être un modèle extraordinairement intégrateur au XIXe siècle, où les Juifs vont avoir accès à tous les domaines de la vie sociale, administrative, politique, commerciale, industrielle, etc. Hein. Le seul corps qu'on pourrait dire auquel ils n'accèdent pas par définition, c'est l'Église. En dehors de ça, voilà. Donc ça va devenir des industriels, des commerçants, des banquiers, des artisans, des artistes, des hommes politiques, etc., etc. Alors évidemment, bon, ça va aussi susciter l'antisémitisme moderne, qui n'a plus, enfin contemporain, qui n'est plus à fondement théologique, donc religieux comme au Moyen Âge, mais à fondement prétendument racial. Hein, donc avec Drummond, la France juive, etc. L'affaire Dreyfus. Oui ? Oui ? En fait, pourquoi on trouve peu d'objets déjà, c'est la première question. Et après, pour les écrits, il n'y a pas d'archives juives dans les synagogues, comme ça. Alors, enfin, il faudrait une longue réponse, mais des objets spécifiquement juifs pour le Moyen-Âge, on en a pour les périodes plus tardives. Hein. Pour le Moyen-Âge, on en a extrêmement peu, probablement parce qu'ils sont partis avec leurs habitants, avec leurs propriétaires. Hein. En revanche, il y a effectivement dans les collections publiques françaises énormément, enfin, de très importants manuscrits, hein, à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. Vous avez peut-être entendu parler ou vu dans le Monde magazine de vendredi dernier le fait que l'Alliance vend un de ses plus beaux manuscrits, qui est un rituel de prière pour Rosh Hashanah et Kippour, à New York, ce qui est
c'est un drame. Hein. Il y a aussi évidemment des archives des communautés résilientes, hein, de la côte aquitaine, d'Alsace, de Lorraine ou du Comtat vénessin. Mais très souvent, ces archives qui étaient des archives privées, des archives communautaires, ont été pour partie perdues ou détruites à la Révolution. Parce que plus gérées en tant que telles, hein, comme des archives publiques. Mais cela étant, il y a évidemment beaucoup de littérature. Et puis, il y a des archives en hébreu, mais il y a aussi des archives latines. Hein. Les couvents étaient... les monastères pouvaient être propriétaires de bâtiments qu'ils louaient à des juifs, etc. Donc, on a des tas de documents de cette nature. Il y a toutes les archives qui ont été très bien étudiées par Céline Ballas de la vente à l'encan des biens des juifs après l'expulsion de 1306. Hein. Donc là, c'est des archives latines de la couronne, hein, c'est dans le trésor des chartes, etc., etc. Oui. Il y a une chose qui m'a étonnée. Bon, là, moi, je suis de Blois, mais je suis allée récemment Nancy et Strasbourg, et on voit dans les quartiers, les anciens quartiers juifs, des pancartes où ils expliquent que les juifs sont arrivés à telle période, ils ont habité ça. Bon, et j'ai été étonnée de voir aussi à Strasbourg, il y a un musée qui n'est pas un musée juif, c'est un musée des arts populaires traditionnels qui montre bien... Le musée alsacien. Oui, alors madame, je vous coupe parce que je vois la suite et je complète bien volontiers, vous avez tout à fait raison, parce que l'heure tourne. Non, mais je crois que c'est mis en valeur... C'est l'exception, c'est pas la règle. C'est-à-dire qu'il y a 3 musées en France où il y a des collections juives. C'est le musée alsacien de Strasbourg, où il y avait effectivement en Alsace des communautés rurales très nombreuses. Hein. Le musée alsacien de Strasbourg, une petite collection au musée lorrain de Nancy, une petite collection très mal présentée, je l'ai dit, au musée de la Cour d'Or à Metz. Quelques documents dans le tout petit musée judéo-comtadin de Cavaillon, notamment la première lampe que je vous ai montrée, hein, celle avec le croquis de Francis Hoffmann. Et puis, c'est un peu inattendu, mais c'est cohérent, au musée basque de Bayonne, puisqu'il y avait une communauté juive à Bayonne, très importante à partir du XVIIe siècle, et qui était spécialisée dans l'importation du chocolat. Voilà. Je veux dire, c'est intéressant. Ah ben bien sûr, c'est intéressant. Qui montre en plus le parallèle que tout le monde cohabitait, etc., à des périodes. Il s'explique bien, je trouve qu'il est très très bien fait. Ah bon, mesdames et messieurs, vous devez aller au musée alsacien. Oui. Voilà, c'est le musée alsacien de Strasbourg qui est aujourd'hui propriétaire de la magnifique collection issue de la fouille archéologique de la Guénisa de Dambarque-la-Ville, qui a fait l'objet d'un gros travail de restauration. Et ils ont par exemple la plus belle collection européenne de ces langes de circoncision brodées. Voilà, et des tas d'autres documents qui sont issus de cette fouille. Hein. J'ai dit près de 2000 documents. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Ah oui, alors je conclus en disant que l'INRAP m'invite sur son stand au salon à dédicacer l'ouvrage de 15h30 à 17h30. Voilà, à bon entendeur. C'est dans le chapiteau stand 209. Chapiteau stand 209. Merci à Pascal Ratier et merci à Pascal pour l'organisation de cette conférence.